Le sujet de cette conférence, c'est en fait une théorie de l'Europe, essayer de comprendre, réfléchir sur l'Europe. Et donc, je pense que je n'ai pas besoin de faire une longue introduction pour expliquer pourquoi c'est intéressant ou même important, et que c'est un problème. L'Europe, qu'est-ce que c'est finalement? C'est quand même, il y a beaucoup de questions autour de l'Europe. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça devrait être? Qu'est-ce que ça ne devrait pas être? Et d'où ça vient, etc. Donc c'est la perspective que je prends, d'abord c'est une perspective, c'est-à-dire c'est un point de vue, quoi, hein, on peut aborder les choses sous d'autres points de vue, et finalement quand on fait de l'histoire on a toujours un point de vue, on essaye toujours de regarder d'un certain point de vue. C'est bien d'avoir plusieurs points de vue, ou de regarder et puis d'avoir le point de vue le plus large possible, mais enfin bon, on apporte toujours un point de vue quand même, d'accord, une perspective, un point de vue. Et cette perspective, au départ, elle m'est un peu venue par mes recherches sur Byzance, sur Constantinople, parce que c'est vrai que donc, j'ai été un peu dans ce qu'on pourrait appeler le révisionnisme byzantin, c'est-à-dire regarder l'histoire mondiale, ou en tout cas l'histoire de la romanité, de l'Empire romain au sens large, et même du Moyen-Orient, du point de vue de Constantinople. Et là, choc, un gros choc, parce qu'on s'aperçoit que c'est une perspective complètement différente. On voit les choses de manière complètement différemment, et on s'aperçoit du coup que notre perspective qu'on a habituelle, elle est biaisée en fait. Elle est d'une part, elle est étroite, mais en fait, elle est même biaisée, elle est trompeuse. Donc ça m'a amené à réfléchir un peu sur l'Occident, l'Europe, puisqu'aujourd'hui on est dans cette espèce de choc de civilisation, donc c'est intéressant de regarder l'Occident depuis, par les yeux des orthodoxes russes, par exemple, mais qui est un peu le même regard que le point de vue byzantin. Hein. Donc ça m'a amené à me poser des questions sur l'Occident, sur l'Europe, qu'est-ce que l'Europe latine, le catholicisme, etc., toute cette histoire, essayer de avoir une perspective un peu, de remettre en question la perspective qu'on a habituellement. Et en plus, comme on voit que l'Occident collectif est un grand malade, et même un dangereux malade actuellement, donc c'est aussi intéressant de se demander mais d'où on vient, comment on en est arrivé là, comment on est arrivé dans cette civilisation profondément malade, quoi, à un niveau profond, quoi, un niveau on ne sait plus qu'est-ce qu'un être humain, etc. Donc il y a une histoire à ça, donc c'est quand même important d'aller voir comment ça se fait. C'est pas récent en fait. J'ai l'impression il faut remonter assez loin. Il faut remonter en fait à l'enfance de l'Occident. Et l'enfance de l'Occident, c'est l'enfance de l'Europe, et c'est le Moyen-Âge. Et donc je pense, c'est ce que je vais essayer c'est une théorie, en tout cas, je pense que ça nous éclaire sur la nature du problème si on essaye de comprendre comment l'Europe s'est formée au Moyen-Âge. Voilà le but de cette conférence. Avant de rentrer dans l'Europe, je pense que je voudrais juste faire le point un peu sur qu'est-ce qu'une civilisation, d'une part, et puis faire un peu le point sur l'approche géopolitique qui est très à la mode en ce moment, mais qui est à la fois une manière assez récente de voir les choses, et qui est très intéressante. Et donc la géopolitique, c'est un peu regarder les États ou les espaces politiques en relation les uns avec les autres. Donc c'est toujours prendre une perspective assez large. Et puis l'approche civilisationnelle, on va dire, c'est regarder l'histoire et l'histoire des civilisations. Pour comprendre l'histoire, il faut commencer comme ça, c'est l'histoire mondiale, c'est l'histoire des civilisations, c'est pas l'histoire des nations. C'est vraiment l'histoire des grands blocs civilisationnels. Et là, on a une perspective déjà qui est intéressante et qui n'est pas celle qu'on a appris à l'école en général. Alors quand on s'interroge, quand on essaye de faire une théorie de l'histoire, c'est-à-dire une théorie de l'histoire des civilisations ou une philosophie de l'histoire des civilisations, il y a plusieurs manières de voir les choses. Si on veut essayer de dégager des lois, c'est-à-dire le but finalement c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne l'histoire, donc d'essayer de trouver des lois générales qui expliquent que telle civilisation évolue de cette manière et puis les autres évoluent d'une manière parallèle, enfin faire des comparaisons qui permettent de dégager des lois générales. Alors on peut avoir une approche un peu extrémiste de cette recherche de lois et avoir une théorie mécanique. C'est-à-dire, imaginer que l'histoire, c'est mécanique, il y a des lois comme les lois naturelles qui gouverneraient la vie des civilisations ou qui gouverneraient l'histoire en général.
Ça, c'est un peu la démarche marxiste. Marx avait cet esprit matérialiste, donc tout est déterministe, tout est gouverné par des lois déterministes et ça ne peut pas se passer autrement. Donc, c'est une vision qui est, en général, enfin, qui est un peu restreinte et qui ne marche pas, en fait. Donc, il n'y a pas de loi naturelle aussi rigide que des lois mécaniques, évidemment. Donc, la plupart des géopolitologues ou des théoriciens, des historiens des civilisations ont en général une vision non pas mécanique mais organique. C'est-à-dire, c'est une métaphore finalement, mais on comprend les civilisations, ou même on comprend tous les groupes humains, les nations, comme des organismes. C'est-à-dire qu'ils ont une naissance, ils ont une croissance, ils ont une tendance à s'étendre, et puis ils ont une vieillesse, et puis éventuellement ils ont une mort, d'une part. Et puis d'autre part, ils sont organiques parce qu'ils n'obéissent pas à des lois mécaniques, mais on voit qu'il y a une dimension organique, d'accord, dans cette. Alors, il y avait même d'ailleurs certains géopolitologues comme Danilevski, qui est un Russe, qui était un biologiste, donc il a un peu projeté sa vision biologique des choses. Mais les Allemands aussi, avec Oswald Spengler, avaient une vision organique des civilisations. Il a théorisé les civilisations naissent, grandissent, vieillissent et meurent. Bon. Arnold Toynbee chez les Anglais, c'était un peu la même idée générale. D'accord ? Ce qui est naturel, quand on regarde, on voit bien que ce n'est pas mécanique, donc c'est organique. Il y a des lois, on sent bien qu'il y a des lois, les choses ne peuvent pas se passer de manière totalement arbitraire. Voilà. Mais bon, il y a aussi une limite à ces théories organiques parce qu'on tombe facilement dans le biologisme, c'est-à-dire c'est des organismes, oui, mais enfin c'est quand même une métaphore, c'est pas des organismes, on est quand même dans autre chose. Et on peut tomber dans une forme de matérialisme biologique. Et c'est un peu une dérive qui a eu lieu en Allemagne avec le mouvement Völkisch. C'est-à-dire si on imagine qu'une nation, par exemple, c'est un organisme et que cet organisme, c'est le peuple, bon, il y a peut-être du vrai, mais c'est un peu limité comme approche. On tombe dans une idée du peuple comme une espèce de groupe homogène qui n'est pas forcément très, très réaliste. Et on oublie par exemple que l'histoire c'est aussi les grands hommes. Il n'y a pas que les masses du peuple, il n'y a pas que le peuple qui fait l'histoire de sa nation. Souvent c'est les grands hommes. Et là on peut se poser la question, quel est le rôle des grands hommes? Est-ce qu'il est vraiment prépondérant ou est-ce que les grands hommes arrivent uniquement quand leur moment est arrivé, etc. Bon, enfin bref, tout ça c'est des questions. Il faut pas s'enfermer dans une vision organique des choses. Alors, au niveau supérieur, on va dire que les nations ou les civilisations, parce que là on parle surtout de civilisations, sont des organismes intelligents. Donc ce n'est pas des organismes animaux qui sont régis uniquement par... elles sont mues par des idées. Les civilisations, ce sont les idées qui les font avancer. En fait, les idées gouvernent le monde d'une certaine manière. D'accord ? Alors, il y a beaucoup de géopolitologues ou de philosophes de l'histoire qui développent cette idée. Les Allemands, alors je ne parlerai pas beaucoup de français aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est des notions, par exemple les géopolitologues ou les philosophes de l'histoire en France, on les cherche. Donc c'est plutôt une tradition allemande, anglaise et russe. Enfin, en ce qui me concerne ma propre... mais bon, je n'ai pas creusé, il y a certainement des penseurs intéressants en France, mais il y en a sûrement, mais je ne les connais pas. Donc, les géopolitologues ou les historiens ou philosophes de l'histoire mettent l'accent là-dessus, sur le fait, par exemple, qu'il y a des mythes moteurs. Il y a une école allemande où ils parlent de mythomotricité, c'est-à-dire ce qui fait avancer une nation, ce qui détermine sa dynamique, son destin, sa volonté, c'est des idées. Et Spengler, par exemple, pour reparler de lui, avait cette idée fameuse que l'Occident, son idée centrale, c'est l'idée faustienne. C'est Faust, nous sommes la civilisation faustienne, selon Spengler, l'Occident en général. Et il entendait par là le fait que notre idée centrale, l'idée centrale de l'Occident, c'est dépasser les limites, toujours aller chercher au-delà des limites. Donc il y a une sorte d'hubris de l'Occident qui veut toujours dépasser les limites.
Alors toutes les limites géographiques, les limites anthropologiques, hein, c'est-à-dire la limitation du genre, un homme, une femme, non. Donc c'est vrai que c'est assez éclairant cette idée que l'Occident est la civilisation faustienne qui n'accepte pas les limites, qui n'accepte pas les limites de la nature humaine, hein, par exemple. Voilà, donc ces idées, alors on reviendra sur est-ce que l'Occident est la civilisation faustienne, peut-être pas, parce qu'en fait la civilisation faustienne, c'est la civilisation de l'Occident d'après le Moyen-Âge, en quelque sorte, hein, c'est la civilisation faustienne. Spengler s'intéressait surtout à l'histoire récente. Et au Moyen-Âge, ce n'est pas l'idée centrale, effectivement, mais il y a peut-être un lien, parce qu'en fait les idées qui gouvernent les civilisations ont une logique, les idées ont une logique propre. C'est-à-dire qu'une idée en amène une autre. Et une idée se déploie en d'autres idées et va avoir tendance à... une idée centrale va avoir tendance à prendre le dessus sur d'autres idées et à même devenir de plus en plus extrême. Et une intuition, j'avais apprécié une idée d'un livre de Damien Viguier, à qui je rends hommage, où il disait que dans le droit, par exemple, il est inévitable, à partir du moment où le droit a aboli la différence entre l'homme et la femme, il est inévitable, c'est presque un déterminisme, qu'on aille jusqu'au mariage homosexuel, quoi. Parce que le droit a sa propre logique. Une fois qu'on a introduit une idée, cette idée, elle va au bout de sa course. Et c'est vrai dans le droit, mais c'est vrai donc d'une manière générale dans les idées centrales des civilisations. D'accord ? Par exemple, j'avais écrit un article où j'avais essayé de montrer que il y a, à partir du moment où on adopte comme catéchisme, comme doctrine centrale le darwinisme, au sens strict, c'est-à-dire au sens de l'évolution par le pur hasard, hein, puisque le darwinisme, c'est ça, c'est l'évolution par hasard et sélection naturelle, mais en fait, le moteur de l'évolution, c'est le hasard, hein, dans le déterminisme. Il est inévitable qu'on aille vers le transhumanisme, parce que c'est la logique même de l'histoire, de la pensée. Si vous acceptez que l'évolution n'est uniquement que le fruit du hasard, il y a forcément un moment où vous vous demandez, après tout, je peux peut-être faire mieux que le hasard, donc prenons l'évolution de l'être humain entre nos mains. C'est inévitable, si vous voulez. Donc il y a des logiques comme ça dans l'évolution des idées qui gouvernent les civilisations. Alors on pourrait se demander, mais ce n'est pas le sujet de cette conférence, le christianisme a aussi introduit des idées qui ont une logique propre, et je pense par exemple que le christianisme a introduit l'individualisme. Le christianisme dans le sens le salut individuel, une recherche du salut individuel, c'est une logique aussi qui peut-être, enfin ça c'est quelque chose que j'explorerai dans une autre conférence éventuellement. Alors chaque civilisation a son idée centrale, son idée motrice, mais les civilisations interagissent aussi parfois entre elles, pas toujours, hein. Et quand elles n'interagissent pas forcément par mimétisme, mais parfois au contraire par rivalité, on pourrait dire anti-mimétique. Et c'est ce qu'on voit actuellement avec un Occident de plus en plus décadent qui finalement encourage la Russie à retourner d'une manière plus déterminée vers les valeurs familiales, etc. Donc ça c'est intéressant aussi de voir que les idées peuvent interagir entre elles. L'idée d'une civilisation a un effet sur les idées centrales d'une autre civilisation. Okay. Alors, si les idées... Là, je suis toujours en train d'énoncer des idées générales, et puis après, on parlera de l'Europe en particulier, et du Moyen-Âge, hein, d'accord ? Mais je voudrais essayer de synthétiser des idées générales qui permettent des outils qui permettent de savoir comment observer tout ça. Alors, si on pense que les idées sont vraiment... c'est ça qui détermine le destin, l'évolution d'un organisme intelligent, comme le sont les civilisations, on est idéaliste au sens philosophique du terme, c'est-à-dire on pense que c'est les idées qui sont à la base de tout, et on est finalement platoniste, parce que ce qu'on appelle le platonisme au sens très large, Platon a écrit des tas de choses, mais enfin son idée centrale c'est justement ça, c'est que les idées avec un grand I ont une réalité, elles existent, et elles sont puissantes, elles ont une influence sur nous spirituellement. Notre esprit est branché avec des idées, alors idées, archétypes,
ça peut être des choses du domaine jungien, là, des archétypes ou de l'inconscient collectif. On imagine ça de manière, comme on veut, diverse et variée. On peut même, le platonisme a même on peut dire c'est très spéculatif, le platonisme, mais il y a aussi une dimension empirique. Il y a des savants comme Rupert Sheldrake, par exemple, si vous connaissez, c'est un peu du platonisme, du néo-platonisme scientifique, par lequel il essaye de démontrer justement qu'il y a par exemple des âmes collectives, par exemple qu'une espèce ou un groupe humain ou un groupe animal a une sorte donc il y a des réalités spirituelles, hein, qui peuvent être des idées, des esprits, des archétypes, ça peut être des tas de choses, mais on est forcément entre l'idéalisme, on est platonique. Je le dis surtout parce que en fait, c'est quelque chose sur lequel insiste beaucoup Alexandre Douguin. Douguin se dit platoniste, platonicien ou platoniste, et il a écrit un livre qui s'appelle Le platonisme politique, dans lequel donc il insiste sur le fait qu'on ne peut rien comprendre aux civilisations si on n'a pas cette vision platonique, c'est-à-dire compréhension qu'il y a une dimension spirituelle, il y a des forces spirituelles qui agissent, et il y a des espèces des idées, mais au sens pas uniquement abstrait, mais fort du terme. D'accord ? Tout organisme social a une âme, hein, en quelque sorte. Donc là, on parle d'âme, l'âme d'une civilisation, en quelque sorte. Il s'appuie, Douguin, aussi sur la sociologie allemande, qui montre qui a tendance à la sociologie allemande, de Durkheim et d'autres, finalement aboutit à l'idée qu'on est des êtres collectifs. On pense collectivement. Et à la limite, c'est la collectivité qui pense en nous. C'est-à-dire qu'en fait, on est, à notre insu, on pense à l'intérieur d'une âme collective. Dans une certaine mesure, évidemment, on peut essayer de s'en extraire. Alors donc, si on est déjà dans cette vision qui est la mienne plus ou moins de civilisation comme des organismes qui ont une âme, on peut se demander s'il y a des lois, si les lois qui gouvernent la vie des civilisations ne sont pas des lois spirituelles finalement, c'est-à-dire par exemple des lois du type karma, quoi. Les lois spirituelles, c'est-à-dire qu'une civilisation a une âme, donc elle peut aussi avoir une âme comme une âme individuelle. Elle peut être bonne ou mauvaise, elle peut changer elle peut prendre des trajectoires mauvaises, etc. Donc est-ce qu'il y aurait un karma des civilisations ? Est-ce qu'une civilisation doit payer à un moment ce qu'elle a fait, des choses comme ça. Et une question qui est liée à ça, c'est que je pense intéressante justement, c'est est-ce que par exemple une nation ou une civilisation, est-ce que l'idée qui la guide, elle peut avoir une idée fausse, par exemple, on peut avoir un roman national qui est totalement faux. On peut nous avoir appris à nous penser en tant que Français par exemple, ou en tant qu'Européens, sur la base d'une histoire, nos ancêtres les Gaulois, ou une autre histoire. Et donc, est-ce que c'est ça qui détermine l'évolution de notre nation, ou est-ce que c'est la vérité ? C'est-à-dire, vous voyez, on peut se trouver dans une situation où un pays vit dans le mensonge. Un pays entier vit dans un mensonge sur sa propre histoire. Et est-ce qu'il suffit de se raconter n'importe quelle histoire pour créer une civilisation ? Ou est-ce qu'il y a un moment où on est rattrapé par la réalité ? Est-ce que la vérité de notre vie historique, de l'histoire de l'Occident, par exemple, est importante ? Parce qu'après tout, on pourrait se dire, ouais, mais après tout, c'est pas la peine de s'éterniser sur nos péchés, nos crimes, vivons dans notre beau roman national, et puis tout ira bien. Il y a peut-être un danger à s'illusionner. Donc c'est une question importante, parce que c'est la question du rôle de l'histoire. Est-ce que l'historien, il est là pour faire du roman national, c'est-à-dire pour participer pour faire de la propagande finalement, ou est-ce qu'il est là pour dire des vérités qui dérangent, c'est-à-dire pour remettre les choses au clair et pour dire, on n'est pas pour dire éventuellement à sa propre communauté, notre histoire n'est pas aussi belle qu'on le croit. Alors je ne réponds pas à la question, mais je crois qu'effectivement, il est important de chercher la vérité historique, même si elle détruit, même si elle abîme, détruit même éventuellement notre roman national. De toute manière, au point où on en est, je veux dire,
il faut y aller, quoi. Je veux dire, il faut se remettre en question. Il n'y a pas de, hein, on ne peut pas continuer à se bercer d'illusions et de nostalgie. Et je veux dire, au point où on en est, c'est l'heure des bilans, quoi. C'est un peu comme avant de mourir, il faut quand même réfléchir à ce qu'on a fait de sa vie, quoi. On est un peu dans cette situation-là en Occident. Donc c'est un bon moment, hein. C'est au contraire, c'est un moment de créativité intellectuelle, quoi, hein. Il faut se poser des vraies questions. Alors, il faut que j'aille quand même, hein, il faut que j'avance. Chaque pays, chaque civilisation a donc des idées directrices, et ces idées, ça peut être aussi des projets. Ce sont aussi des projets géopolitiques éventuellement. Et un projet, alors, un projet géopolitique, oui, et dans géopolitique, il y a géographie, donc aussi il y a un point très important à bien comprendre, bien connu évidemment, c'est que la géopolitique, c'est lié à la géographie. D'ailleurs, beaucoup de géopoliticiens ou politologues étaient des géographes au départ. C'est le cas par exemple de Hartford Mackinder, dont vous avez entendu parler, un Anglais, géographe. Parce qu'effectivement, la personnalité d'une nation ou d'une civilisation dépend fortement de sa géographie. Ça, c'est pas difficile à comprendre, mais il ne faut pas le perdre de vue. Des exemples évidents, c'est par exemple le Royaume-Uni est une île, enfin même deux îles. Bon, évidemment que ça joue sur l'idée que les Britanniques se font d'eux-mêmes, et puis sur leur projet géopolitique. Ça explique aussi qu'on trouve des parallèles entre le Royaume-Uni et le Japon. C'est tous les deux des îles qui sont à l'extrême bout d'un immense continent, avec de l'autre côté un océan, et donc ça génère une psychologie particulière, psychologie collective. La France, évidemment, aussi, son identité est liée à sa géographie. On est au bout d'un continent, donc l'Europe, pour nous, c'est assez loin. Déjà, l'Allemagne, c'est loin, et puis alors l'Europe centrale, on ne connaît pas, ça n'existe pas. Donc on a une vision particulière de l'Europe, qui influe sur notre identité en tant que Français, sur notre image de la France, notre image du destin de la France, etc. Les Allemands et les Italiens, ils ont d'autres problèmes. Les Allemands, ils ont toujours eu, les géopolitologues allemands, notamment ce fameux Karl Haushofer, qui vivait dans les années 30, qui a développé cette idée que l'Allemagne, son problème, c'est le Lebensraum, l'espace vital. L'Allemagne n'est pas d'un côté ni de l'autre, elle est au milieu, coincée entre des puissances, et donc elle a besoin d'espace vital. Donc c'est devenu le projet, une sorte d'obsession dans l'Allemagne, mais bien avant d'ailleurs, bien avant le 19e siècle. Problème la personnalité de l'Allemagne est fortement déterminée par cette incertitude des frontières. Est-ce qu'on est petit, est-ce qu'on est grand, jusqu'où on va, etc., quoi. Des questions que ne se posent pas ni la France ni l'Angleterre. Et puis, si on regarde la géographie de l'Europe, on est frappé, enfin moi j'ai été frappé en étudiant un peu les relations entre tout ça, par le fait que si on regarde la carte de l'Europe du relief, on comprend effectivement qu'il y a un problème de jonction entre l'Allemagne et l'Italie. Et toute l'histoire du Moyen-Âge est dominée par cette difficulté d'unir l'Allemagne et l'Italie, parce qu'il y a cette énorme chaîne de montagnes au milieu qui est les Alpes. Et tout le projet, on va le voir, d'unification de l'Europe commence là. Il faut d'abord unifier l'Allemagne et l'Italie. Et ça ne s'est jamais fait. Donc c'est en fait un facteur qui montre le poids de la géographie. La géographie a un poids énorme. Bon, puis l'Europe centrale et l'Europe de l'Est a d'autres manières de voir les choses. Donc tout ça pour dire, la géographie, c'est quand même une des clés importantes pour faire de l'histoire, pour faire de la philosophie de l'histoire et pour faire un peu de l'histoire un peu idéaliste ou platonique, c'est-à-dire comprendre l'âme des civilisations. Hein. Alors les civilisations ont une âme, et les civilisations ont aussi un corps. Et là, je vais donc aborder la question de l'Europe. L'Europe est une civilisation. Au Moyen-Âge, l'Europe est une civilisation. Quand on pense civilisation européenne, on pense Moyen-Âge, bon, parce qu'on voit bien qu'il y a une unité civilisationnelle qui se manifeste par exemple dans le fait que tous les rois forment une grande famille, ils se marient les uns les autres, c'est une sorte de clan. Donc on est vraiment une énorme famille.
on est une civilisation. Il y a une unité européenne, on le conçoit assez bien quand on pense au Moyen-Âge. Mais une civilisation a une âme, et elle doit aussi avoir un corps. Et le corps, c'est l'État, c'est la structure politique, un corps politique. Donc toute civilisation, dans l'histoire, a un corps politique, pas seulement une âme. Une civilisation ne peut pas exister sans être incarnée dans un État. Alors, on peut dire, non, il y a des contre-exemples. On peut parler, par exemple, de la Grèce classique. On dit que la Grèce classique, c'était une civilisation, mais ils n'avaient pas d'État central. C'était des cités-États qui se faisaient la guerre. Oui, alors moi je pense qu'il y a un petit peu d'illusion dans cette image qu'on a de la Grèce classique, d'une part, et surtout on la connaît, cette Grèce classique, uniquement parce qu'elle s'est quand même incarnée dans un empire, l'empire d'Alexandre, qui a quand même duré au moins, on va dire, 4 ou 5 siècles, ça dépend comment on voit les choses, mais en tout cas qui a créé ce qu'on appelle la civilisation hellénistique. Donc Alexandre venait de Macédoine, un peu plus au nord que Athènes, mais enfin c'est les Balkans. Et donc, à la limite, ça n'est pas vraiment une exception. Parce que si la civilisation hellénistique n'avait pas existé, Platon, Aristote, tout ça, on ne connaîtrait pas. Ça n'existerait pas chez nous. C'est ça qui a répandu, qui a fait briller la civilisation athénienne. Enfin, grecque classique, qui n'est pas devenu un empire centré sur Athènes, et c'est vrai, mais qui est devenu finalement un empire centré sur la Macédoine. Donc il n'y a pas vraiment d'exception, il n'y en a qu'une finalement, c'est l'Europe, justement. C'est ça le mystère de l'Europe, l'énigme de l'Europe que je voudrais essayer d'éclaircir. Nous sommes une civilisation, nous avons été une civilisation, mais nous n'avons jamais été un empire, c'est-à-dire nous n'avons jamais été un espace politique unifié. D'accord ? Ou l'avons été, on ne l'a pas été. On va voir justement que d'une certaine manière, on l'a été, mais on a oublié. Et donc ça, c'est vraiment une caractéristique que soulignent pas mal de politologues. Hein. C'est unique, il n'y a pas d'équivalent, surtout pour une civilisation brillante comme on l'a été. Alors le modèle archétypal de la civilisation, c'est la Chine. On pense que la Chine est une nation, mais la Chine n'est pas une nation. La Chine est une civilisation avec des peuplades très très diverses, d'origine, d'ethnie très différentes. La Russie, c'est un peu pareil, ce n'est pas une nation, c'est une civilisation. Alors, ils se disent nation parce que nous jouons aujourd'hui le jeu des nations. Il y a les Nations Unies. Donc, si vous voulez être dans les Nations Unies, il faut être une nation. Donc, la Russie est une nation, la Chine est une nation. Mais fondamentalement, ce sont des civilisations. C'est quelque chose de différent. Parce que nation, ça vient de natio, ça veut dire naissance en latin, et ça désigne historiquement un peuple qui a une unité ethnique au sens biologique. Enfin, pas que biologique, mais quand même avec une unité biologique derrière. Donc ce n'est pas le cas des grands espaces civilisationnels. Et justement, une des raisons pour lesquelles toutes ces questions sont intéressantes, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'on émerge, on va rentrer, c'est ce que dit Emmanuel Todd dans son dernier livre, les États-nations, c'est fini. On rentre maintenant dans l'ère des États-civilisations, des grands espaces civilisationnels. Alors bon, plus ou moins vite, plus ou moins, je ne sais pas, mais en tout cas, on sent que l'État-nation qui a été le modèle, alors justement, l'Europe a inventé les États-nations, hein, on dit ça. On dit que l'Europe a inventé les États-nations. Mais l'Europe a inventé les États-nations justement parce que l'Europe n'a pas réussi à être un empire, donc l'Europe est devenue une collection de nations. Donc la nation, c'est une invention européenne qui n'existe que parce que, en raison de cette unicité de l'Europe, enfin de ce caractère unique de l'Europe de n'être pas justement unifiée. Ok ? Bon, ça va s'éclaircir un peu. Alors, en fait, il se trouve, donc maintenant c'est ça que je vais essayer d'aborder, l'histoire de l'Europe, c'est qu'il se trouve qu'en réalité, quand on étudie, ça c'est quelque chose que, bon, là ce que je vous dis, c'est le fruit de mes lectures que j'essaye de synthétiser, j'essaye de connecter des trucs, donc en lisant beaucoup sur l'histoire de l'Europe au Moyen-Âge, on comprend quelque chose d'absolument indiscutable, tout le monde est d'accord, c'est que l'Europe voulait être un empire. Voilà déjà une information que je trouve vraiment intéressante, c'est que toute l'histoire de l'Europe du Moyen-Âge, les peuples aspiraient à l'empire, les rois désiraient l'empire, et la philosophie politique était centrée sur l'empire. Comment redevenir un empire ? Alors il y a plusieurs livres qui illustrent cette idée, il y en a un de Robert Folz,
FOLZ, qui s'appelle l'idée d'Europe, l'idée d'empire en Europe médiévale, ou l'idée d'empire, ouais. Donc l'idée d'empire est vraiment centrale dans l'imaginaire des gens du Moyen-Âge. Ils pensent vivre encore dans l'empire, et pour eux, l'empire, c'est l'empire romain. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait frappé depuis très longtemps, c'est cette idée qu'encore au XIe siècle, les gens pensent qu'ils vivent dans l'empire romain, même si l'empire romain n'existe plus vraiment. Les nations sont une invention tardive de l'Europe. Alors on peut dire qu'il y a les États nationaux au XIIe, XIIIe siècle. Là, on commence déjà à fabriquer du national, à fabriquer de la mythologie nationale, du roman national. Enfin, c'est la guerre de 100 ans, en fait, le grand tournant. À la guerre de 100 ans, les Anglais et les Français ont décidé qui ils étaient, se sont construits leur histoire, etc. Et puis après, au XIXe siècle, on a inventé ce qu'on appelle les États-nations. Avant, au Moyen-Âge, on ne parle pas d'États-nations, on parle plutôt d'États nationaux, parce qu'il y a quand même, voilà, bon, c'est un peu la même chose. Mais voilà, il y avait cette volonté. Là, je vais assez vite, je vous donne des idées générales, vous trouverez les sources dans mon livre si ça vous intéresse. Là, ce que je fais, c'est un peu le premier chapitre de mon livre. Un empereur... ouais. Alors, un empire, ça veut dire un empereur. Okay ? Dans la pensée traditionnelle médiévale ou autre, il n'y a pas de... Toute communauté humaine est hiérarchisée. Bon, et donc il y a des chefs, il y a des rois, et pour que l'Europe soit une unité politique, il faut qu'elle soit un empire, et ça veut dire il faut qu'elle ait un empereur. L'empereur, en quelque sorte, cristallise ou incorpore en lui l'empire. Il n'est pas seulement un individu, mais il ne peut pas y avoir d'unité politique sans que cette unité soit personnalisée, soit portée par une personne. Hein, donc ça, c'est comme ça. Nous, on ne pense plus comme ça, mais les gens pensaient comme ça avant, et ce n'était pas idiot. C'est-à-dire que lorsque l'autorité politique est incarnée, pas uniquement, mais quand même déjà par un homme, eh ben, il y a une unité politique. Sinon, il n'y a pas d'unité politique. Et s'il n'y a pas d'unité politique, il n'y a pas de volonté politique. Il faut que la volonté passe par un homme, même si cet homme, il écoute, il faut qu'il y ait c'est un principe sur lequel on peut réfléchir, parce qu'il est tellement en contradiction avec notre vision actuelle. L'empire, ça voulait dire, l'empire pour les gens du Moyen-Âge, ça voulait dire la paix. L'empire, ça veut dire la paix. Ça veut dire une autorité supérieure qui empêche, qui régule, c'est un peu le père de famille qui empêche les enfants de s'entretuer, quoi. Hein, ils peuvent se disputer, mais il faut qu'il y ait des limites, etc. Donc l'empire, c'est la paix dans l'imaginaire médiéval. C'est pour ça que les gens rêvent de l'empire. Et l'empire, c'est la prospérité, parce que la paix, c'est la prospérité. Quand les gens sont en paix, quand ils n'ont pas peur, ils font des choses et le pays s'enrichit. Alors, deuxième point, donc, premier point, donc, l'Europe voulait être un empire. Donc la question, pourquoi l'Europe n'est pas un empire? Si elle voulait tant être un empire, qu'est-ce qui l'a empêché d'être un empire? C'est la question qu'on va poser. Et puis, deuxième aspect important, l'empire, c'était l'empire romain. Donc ça, c'est une idée, par exemple, qu'on trouve dans un petit livre de l'allemand Peter Sloterdijk, « Si l'Europe s'éveille » en français, dans lequel il énonce cette idée toute simple et très vraie, c'est que pour les gens du Moyen-Âge, l'empire, c'est l'empire romain. Et donc l'idée de l'Occident, enfin de l'Europe, c'est de recréer l'empire romain. Voilà, c'est son idée. Recréer l'empire romain. Alors, pour comprendre cette idée, posons-nous la question d'abord de savoir ce qu'était l'empire romain. Okay. L'empire romain, il était encore une fois déterminé par la géographie. L'empire romain, c'était le pourtour de la Méditerranée. C'est la Méditerranée qui a déterminé la forme de cette civilisation qui entourait la Méditerranée. Pourquoi? Parce que dans le monde antique et médiéval, eh bien, la mer est un moyen de communication particulièrement efficace, beaucoup plus simple et facile que de traverser des montagnes. Et voilà. Donc la Méditerranée était un espace d'échanges commerciaux absolument gigantesque. Et par l'est de la Méditerranée, on accédait jusqu'à l'Inde. Enfin bref, il y avait d'autres voies de passage
qui fait qu'il y avait un commerce extraordinaire, un échange civilisationnel extraordinaire et donc une richesse extraordinaire, richesse culturelle aussi, puisque les idées circulaient énormément par la Méditerranée, d'accord ? C'était l'espace méditerranéen. Méditerranée, ça veut dire au milieu des terres, au milieu des terres. Hein, les terres sont autour. Voilà. Donc ça, c'est encore une illustration de l'importance de la géographie. Mais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, alors la Méditerranée, du coup, était dominée par Rome. Jusque là, je ne remets pas en question, on pourrait remettre ça en question, mais enfin, ne le remettons pas trop en question aujourd'hui. On peut dire qu'avant le Moyen-Âge, jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Occident, 5e siècle, c'est Rome qui est le patron de la Méditerranée. Ça aurait pu être Carthage, hein, parce que ça s'est joué durant les guerres puniques du 2e siècle avant Jésus-Christ. À un moment, c'était plutôt Carthage, hein, Carthage qui était lié à la Phénicie et qui avait une autre civilisation, mais qui dominait en partie la Méditerranée. Donc, quelquefois, il n'y a pas que la géographie, hein, il y a des batailles aussi qui décident du sort de l'humanité. Hein, voilà. Alors, ce qui a bouleversé les choses, ça c'est ce que montre bien l'historien belge Henri Pirenne, c'est l'invasion musulmane, la conquête arabe, qui a coupé la Méditerranée en deux, en gros. Et donc l'unité de la Méditerranée a été brisée puisque les Arabes avaient une idée aussi très, très claire et forte de la civilisation qu'ils voulaient bâtir, et c'était une autre civilisation. Donc là, il y a eu un véritable choc de civilisation. Les Arabes ne sont pas venus pour s'intégrer à la culture, à l'Empire romain, contrairement d'ailleurs, dit Henri Pirenne, aux barbares germains qui, eux, venaient dans l'Empire romain pour se romaniser. Ils admiraient l'Empire romain, donc c'est pour ça que Pirenne dit ce qui a causé la chute véritablement de l'Empire romain, ce n'est pas les invasions barbares, c'est les invasions arabes. Les invasions barbares ont créé des tas de chaos, ont un peu fragilisé la structure, mais pas la civilisation. Ils ont tout absorbé de la civilisation romaine, ils voulaient être romains, ils étaient plus romains que les Romains, quoi. Donc voilà, ça c'est une idée intéressante. Donc il y a eu au 7e siècle, conquête arabe qui commence, qui est très rapide, hein, c'est super rapide, mais bon, ça prend quand même un peu de temps pour qu'ils prennent l'Espagne. Et donc le commerce en Méditerranée tend à diminuer, à se réduire, etc. Donc il y a un bouleversement civilisationnel qui explique, et puis il y a d'autres facteurs qui expliquent qu'il y a un déplacement géographique. Et l'Empire, enfin la civilisation européenne, en quelque sorte, s'ancre plutôt au nord, chez les Francs. Voilà, d'accord ? Donc c'est ça la naissance de l'Europe, d'une certaine manière. Et donc là, on s'attendrait logiquement à ce que l'Europe comme un organisme, vous voyez, se réorganise et finalement trouve son unité. Et il y a eu cette tentative de Charlemagne. Quand on pense l'unité de l'Europe, on pense, ouais, Charlemagne, ça a marché sous Charlemagne. Oui, mais Charlemagne, c'est 40 ans, quoi. C'est un empire rikiki minuscule, et puis en plus, on ne sait pas très bien ce que c'est vraiment, mais je vais en reparler un peu, mais il ne faut pas que je perde le fil de mon argumentaire. Alors donc la question que se posent certains médiévistes, c'est pourquoi ne sommes-nous pas devenus un empire ? Et je vais un petit peu après, je vous montrerai que c'était presque le cas, et je vous montrerai que l'empire se construisait, mais il a échoué. L'empire a échoué. Donc l'Europe s'est cristallisée en une mosaïque de nations. À partir du XIe siècle, enfin non, à partir du XIIIe siècle, on peut dire que l'Europe est constituée de nations, de royaumes à peu près indépendants qui se font la guerre. Mais bon, il existe encore un empire, mais c'est un empire qui n'a plus d'avenir véritable. Donc un historien, par exemple, américain qui s'appelle Caspar Hirschi dit, oui, l'Europe n'est pas devenue un empire, contrairement à toutes les autres civilisations qui sont devenues des empires, parce qu'il y a plusieurs royaumes qui étaient en compétition les uns avec les autres pour être l'empire, et personne n'a gagné la compétition, donc depuis, ils n'arrêtent pas de se battre les uns les autres pour devenir l'empire. Et alors ce livre je me dis, tiens, ouais, c'est intéressant ça quand même, qu'on aurait dû être un empire, mais la compétition n'a pas été gagnée. Sauf que
si on réfléchit bien, c'est une tautologie en fait. C'est une manière de dire pourquoi on n'a pas réussi à être un empire. Ben, parce qu'on n'a pas réussi à être un empire, tout simplement. Parce que partout ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Il y a de la compétition. Une civilisation se forme parce qu'il y a des luttes de pouvoir entre des centres de pouvoir. Et il y a un moment où il y a un centre de pouvoir qui devient plus puissant, donc qui rallie à sa cause d'autres centres de pouvoir. Et puis, bon, il peut y avoir des renversements de situation, mais ça se passe toujours comme ça, par la compétition entre des centres de pouvoir. Donc la question n'est pas résolue simplement en disant c'est parce qu'il y avait de la compétition. Donc il y a autre chose. Et donc le facteur qui m'est apparu au fil de ces lectures, réflexions, recherches, c'est que le facteur tout simplement décisif qui a empêché l'Europe d'être un empire, c'est la papauté. Hein. Donc c'est pour ça que mon livre s'appelle un peu brutalement La malédiction papale, parce que effectivement, et c'est ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'en fait, l'empire était une nécessité organique. Il existait, il était en train de se développer, mais il a été détruit par la papauté, tout simplement. Donc c'est ça que je vais essayer de montrer. Alors, avant de montrer ça, on pourrait se dire, et certains, il y a beaucoup de là, ce que je viens de vous dire, là, que la papauté est responsable de la fragmentation de l'Europe, c'est quelque chose qui est assez bien admis, hein, que j'ai lu dans plusieurs livres assez récents. Donc, mais en général, c'est admis par des gens qui pensent que finalement c'était bien, que la papauté a bien fait et que heureusement qu'on était une civilisation fragmentée en royaumes, parce que c'est ça qui a fait notre richesse. C'est grâce à cette compétitivité sans arrêt entre les peuples européens que les peuples européens sont devenus inventifs, créatifs et ont inventé cette civilisation extraordinaire de l'Occident dans tous les domaines culturels, etc. Donc la compétition a été une bénédiction pour l'Europe. Hein, on peut voir les choses comme ça, d'accord ? Et c'est effectivement ce que disent certains médiévistes, souvent catholiques, mais pas que. Donc, merci la papauté. On peut voir les choses comme ça, c'est vrai, mais il y a aussi l'autre aspect des choses. Notre imaginaire, notre identité collective a été tellement formée par la nationalité que cette nationalité, cette identité nationale, en fait, s'est forgée dans l'hostilité contre les voisins. Donc l'identité française est très marquée par l'hostilité vis-à-vis de l'Allemagne, par exemple, et vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Donc cette fragmentation, c'est aussi une fragmentation à l'intérieur de cet organisme qu'est l'Europe. C'est-à-dire qu'on se déteste les uns les autres, quoi. Il y a ce côté, cette fragmentation, elle a aussi des conséquences qu'on peut considérer comme négatives. Il y a un article important d'un auteur tchèque qui s'appelle Milan Kundera, que vous connaissez sûrement, qui a écrit en 1983 un texte, un article assez long qui s'appelait « L'Occident kidnappé », dans lequel il se plaignait que les Occidentaux d'Europe occidentale ne s'intéressent pas à l'Europe centrale. C'est-à-dire qu'en 1956, quand la Hongrie s'est révoltée contre l'URSS et a essayé de devenir indépendante, les Occidentaux, ça ne les intéressait pas du tout. Ils n'ont rien fait, ça ne leur faisait rien. C'est-à-dire que Milan Kundera dit « l'Europe n'est pas d'unité » et la preuve, c'est que quand on arrache une partie de l'Europe, quand une autre civilisation, parce que la civilisation soviétique, c'était quand même une autre civilisation, arrache à l'Europe un pan, une partie de sa chair, et ben, l'autre partie ne sent rien, ne sent même pas de douleur. Donc pareil, quand en 1968, il y a eu le printemps de Prague, hein, voilà, donc Kundera était... Donc pareil, pas de réaction. Alors en Europe centrale, lui, il insiste sur le fait que, paradoxalement, en Europe centrale, c'est-à-dire la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie, etc., il y a une conscience européenne beaucoup plus forte. Les peuples d'Europe centrale aiment l'Europe, ils veulent être européens. Et ils n'ont pas compris, ils ont beaucoup de mal à comprendre qu'en Occident, donc il y a une idée de l'Europe beaucoup plus forte en Europe centrale, paradoxalement. Alors que c'est pas eux qui ont, dans notre esprit, c'est pas eux qui ont fait l'Europe,
mais c'est comme ça. Et c'est lié à la géographie, c'est lié au fait qu'ils sont entre deux civilisations et qu'ils se posent beaucoup de questions sur à quelle civilisation ils appartiennent. Milan Kundera dit le problème, voilà, c'est qu'il n'y a pas d'unité culturelle, parce que pour lui, c'est un écrivain, un amoureux de la littérature française, un amoureux de la littérature française, anglaise, européenne, allemande. Donc il a une conscience très forte de cette magnifique créativité européenne au niveau littéraire, et lui, en tant qu'écrivain, il aimait tellement cette Europe littéraire que pour lui, l'Europe est importante, et il trouvait tragique qu'il n'y ait pas de conscience de cette unité culturelle. Mais il ne peut pas y avoir d'unité, de conscience d'une unité culturelle, enfin, où il ne peut pas y avoir il faut qu'il y ait une unité politique. Hein. S'il n'y avait pas d'unité, tant qu'il n'y a pas d'unité politique en Europe, évidemment, l'Europe ne pouvait rien faire pour sauver la Hongrie. D'accord ? Il ne suffit pas d'une unité culturelle, il faut une unité politique. S'il n'y a pas d'unité politique, il n'y a pas de volonté politique. Donc, en gros, le problème que je veux soulever, c'est que cette fragmentation de l'Europe, cette incapacité de l'Europe à devenir une structure politique unique, c'est-à-dire en termes simples un empire, fait le malheur de l'Europe aussi, puisque les identités nationales se fondent sur la guerre. Et donc là, c'est ça quand même qu'il faut voir, c'est que l'Europe a poussé la guerre à un niveau, l'Occident a inventé la guerre mondiale, l'Occident a inventé la guerre mécanique, a été à la pointe d'une tendance à faire de la guerre quelque chose d'absolument monstrueux, à un point en tout cas inédit. Donc, cette fragmentation de l'Europe, c'est quand même, si on commence à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire au moment où il n'y a plus cette aspiration à l'Empire, il y a la guerre de 100 ans, donc l'Angleterre et la France qui, pendant 100 ans, se font des conflits. Alors la guerre de 100 ans, en fait, c'est plusieurs guerres, mais c'est une guerre interminable qui ruine les populations civiles, au 14e, 1337-1453. Pour en citer d'autres, après, il y a les guerres d'Italie, de 1494 à 1559, dans lesquelles la France et l'Empire, l'Empire austro-hongrois, l'Espagne, s'étripent. Et c'est des guerres qui ont été extrêmement dévastatrices pour la population paysanne. Il y a la guerre de 30 ans, de 1618 à 1648, dans laquelle la France faisait la guerre à l'Allemagne, situation qu'il faut quand même se rendre compte que la France, qui voulait rester catholique, faisait la guerre à l'Allemagne catholique en s'alliant à l'Allemagne protestante et en s'alliant aussi aux Suédois, etc. Donc par un jeu d'alliance, la France, tout particulièrement, a cherché à détruire, à empêcher l'Europe l'Allemagne de s'unifier. Si vous avez lu Jacques de Bainville, vous connaissez cette histoire. Et moi, j'ai lu le livre de Jacques de Bainville et c'est un des trucs qui m'a fait quand même changer de perspective. C'est-à-dire que je me suis aperçu que la perspective de Bainville est quand même problématique, parce que ce que Bainville dit, c'est que la mission de la France, le destin de la France, l'obsession de la France doit rester la destruction de l'Allemagne. Donc si on réfléchit à quand même les implications, on se rend compte que quand même, là, si on parle d'une civilisation européenne, il y a quand même un problème là. Dans la mesure où si l'identité nationale d'un pays se base sur l'obsession d'empêcher ou de détruire ou de saboter toutes les tentatives d'unification de son voisin, puisque c'est ça que dit Bainville, c'est pas de Bainville, pardon, c'est ça. La France doit toujours veiller à ce que jamais l'Allemagne ne s'unisse. Et effectivement, ça a réussi, l'Allemagne n'a pas réussi à s'unifier en tant que pays, en tant que nation, enfin très tardivement. Après la guerre de 30 ans, donc, qui a détruit, on pense, soit entre un tiers et la moitié de la population allemande. Entre un tiers et la moitié de la population allemande est morte pendant les guerres de 30 ans. Qu'on a fait durer, que la France a fait durer le plus possible, le plus longtemps possible.
avec, on peut aller jusqu'à dire, on pourrait aller jusqu'à dire, peut-être avec une sorte de tendance génocidaire quand même, parce que quand il y a la moitié d'une population civile qui meurt, il y a quand même une intention derrière. Donc, vous voyez, là, je suis en train de soulever le problème que, bon, la fragmentation de l'Europe, c'est d'accord, il y a peut-être là, une compétition qui a stimulé une créativité, mais il y a quand même un prix qui est très lourd à payer et qui est moralement problématique. Alors, la guerre de 30 ans a servi justement à instaurer un nouvel ordre européen qui est par le traité de Westphalie, 1648, qui était basé sur une idée très simple: il faut s'arranger dorénavant pour que, en Europe, aucune nation ne devienne suffisamment puissante pour dominer les autres. Donc, pour s'arranger pour que toutes les nations puissent toujours s'unir contre une autre nation plus puissante. Alors, je pensais que c'était super, c'était la solution, tout va bien maintenant, mais bon, évidemment, ça n'a rien réglé. Et même bien au contraire, ça a engagé une course à l'armement. Et j'ai une citation de Montesquieu, quelque part là-dedans, qui écrit, bon, c'est presque un siècle après la paix de Westphalie, dans lequel il dit ce qui se passe en ce moment, c'est que toutes les nations sont constamment en train d'essayer de s'armer un peu plus que le voisin. Toutes les nations ont engagé une course à l'armement. Il fallait toujours être un peu plus que le voisin. Et donc, à partir du moment où il y a eu aussi un développement commercial et bientôt industriel, il y a eu aussi une tendance à améliorer les armes, à les rendre... Enfin, il y a eu une industrialisation, et la révolution industrielle aussi a fait monter d'un cran, mais même bien avant, il y avait déjà une sorte d'industrialisation de l'armement. Une mécanisation aussi des armées. Vous pensez, quand on pense aux armées de Napoléon, là on voit ces soldats en rang qui avancent, enfin, je veux dire une sorte de folie dans notre imaginaire militaire et dans notre manière de construire l'Europe dans cette guerre incessante. D'accord ? Alors si, voilà, là on a une perspective. Il y a encore, on peut ajouter la guerre de 7 ans en 1756-1763. C'est intéressant parce que la guerre de 7 ans, c'est tellement compliqué que personne n'en sait rien, on ne la connaît pas. Vous pouvez la découvrir par exemple en regardant le film de Kubrick, Barry Lyndon. Moi, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, ce film, puis je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette guerre-là ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Pourquoi les Autrichiens sont avec les Français contre les Anglais ? Et donc, c'est considéré aussi comme la Première Guerre mondiale, parce que c'est une guerre qui se joue aussi aux Amériques et en Inde. Et donc, c'est aussi la guerre du dernier des Mohicans, par exemple, et les Anglais et les Français. Donc, c'est une guerre mondiale qui est basée sur ce jeu d'alliance. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le traité de Westphalie devait théoriquement mettre fin aux guerres, mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que l'Europe, les pays européens sont toujours en train de s'allier les uns et les autres. Donc, ils créent des alliances. Quand ils créent une alliance, les autres pays sont obligés de se créer des alliances aussi. Et donc, finalement, on retourne dans le même jeu de toujours essayer de... donc, il y a une course à l'armement, une course à la guerre, course à l'armement qu'a bien analysé aussi un auteur Jouvenel, Bertrand de Jouvenel, un auteur qui écrivait juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1948, il écrivait un livre sur le pouvoir, un très très bon livre de réflexion sur justement cette course au pouvoir et cette course à la guerre et le désastre dans lequel ça nous a amenés. Ok. Ça va, vous avez encore un peu de patience ? J'espère, parce que... Donc, on est sorti du Moyen-Âge et après le Moyen-Âge, on arrive à l'ère républicaine. Donc, en fait, on a fondé notre Europe, finalement, au XVIe, XVIIe siècle. C'est devenu l'Europe républicaine. Et le traité fondateur, on va dire, c'est Emmanuel Kant en 1794, 95, qui a écrit un livre vers la paix perpétuelle, dans lequel on considère qu'il est un peu le fondateur du droit international, dans lequel on va créer un droit international, et comme ça les nations arrêteront de se faire la guerre parce qu'elles obéiront au droit international. Donc c'est un peu la naissance de l'idée de l'Europe
qui n'est pas l'idée médiévale dont je vais vous parler maintenant, qui est une nouvelle idée, pouf, ça, une nouvelle Europe sortie du chapeau, qui n'est pas enracinée du tout enfin qui est enracinée dans l'Europe des nations quand même, puisque c'est l'Europe, on va dire, des principes, l'Europe des principes, des droits de l'homme, et c'est aussi l'Europe des peuples, parce que qui prône l'autodétermination déjà des peuples. D'accord ? Donc c'est devenu l'idée centrale de l'Europe. On est une Europe basée sur quelle idée ? L'idée des droits de l'homme. Voilà, notre idée, c'est les droits de l'homme. Idée universelle. Hein, et puis aussi l'autodétermination. Hein, c'est une idée qu'on retrouve après chaque guerre. Mais si on y réfléchit, finalement, cette Europe des principes, c'est un peu une absence d'Europe. Parce que nos valeurs, les valeurs républicaines dont on se réclame, au sens l'espace public, eh bien, c'est une Europe universaliste, donc qui prétend avoir des principes universaux. Donc, quand on prétend avoir des principes universaux, on prétend être universel. Donc, du coup, on n'a plus d'identité. Donc, c'est pas une identité finalement, c'est une absence d'identité sur laquelle est bâtie l'Europe. C'est-à-dire, elle se bâtit sur l'idée que nous, on n'a pas d'identité propre. Nous, notre idée, c'est des principes universaux. Voilà. Ce qui est une manière de dire que de nier au lieu d'affirmer, de nier qu'on a une identité particulière. Donc il est inévitable que ça ne peut pas bâtir une civilisation. Une civilisation peut avoir des principes universels, mais doit aussi quand même avoir un sentiment d'identité propre. Hein. Je ne suis pas la même civilisation que l'autre civilisation. C'est comme entre individus, quoi. Moi et vous, c'est pas la même chose. Chacun a quand même son identité, son destin, son histoire, ses racines, ses traditions et sa manière de voir les choses. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une Europe, je ne vais pas y passer beaucoup de temps, mais enfin qui n'est pas satisfaisante, d'accord ? On est d'accord qu'au niveau civilisationnel, c'est pas top, quoi. C'est une anti-civilisation, c'est une civilisation qui est bâtie sur des principes universaux, donc qui est bâtie sur l'idée d'absence de frontières idéologiques. Nous n'avons pas de frontières idéologiques puisque nos principes sont bons pour le monde entier. Mais si on n'a pas de frontières idéologiques, au bout du compte, on n'a plus de frontières physiques non plus, quoi. Donc on n'existe plus. Donc tout le monde peut dire chez nous, etc. Tout ça est lié à cette absence, en fait, ce paradoxe d'avoir voulu fonder l'Europe sur la négation de l'identité de l'Europe, quelque part. Je simplifie, évidemment, on pourrait répondre. Voilà. OK. Et donc, au bout du compte, l'Europe, cette Europe des principes, paradoxalement, ce qui s'est passé en Europe, c'est que les nations, les royaumes ont été en compétition pour former l'Empire, d'accord ? Mais comme ils n'ont jamais réussi, enfin personne n'a réussi à être le centre de pouvoir dominant, eh bien finalement on a créé des empires en dehors de chez nous, en dehors de l'Europe. Donc il y a les empires coloniaux à partir d'un moment. Donc les Britanniques par exemple ont un empire, mais ce n'est pas un empire en Europe, c'est un empire en Inde. En Inde, ils sont vraiment un empire. En Inde, on a vraiment, sous cette période, un empire type, comme il y en a dans l'Orient depuis toujours, c'est-à-dire une population sédentaire désarmée, gouvernée par une élite militaire très minoritaire, mais très organisée. Hein. Donc l'Empire parfait, il a été créé par les Européens, mais pas en Europe, en Inde. Donc un aspect pour comprendre cette pulsion de l'Europe finalement d'extérioriser son empire à l'extérieur, il faut aussi remonter aux croisades, parce que ça commence aux croisades. Mais là, je n'ai pas le temps de parler des croisades. Les croisades, c'est le deuxième chapitre de mon livre. Parce que ça, l'Europe, c'est déterminé, la personnalité de l'Europe est très fortement conditionnée par cette expérience des croisades. Et ça, les médiévistes sont d'accord, c'est les croisades qui ont formé la conscience européenne. Et oui, mais les croisades, voilà, c'est quoi les croisades ? Donc on est effectivement, l'Occident est devenu l'empire des croisades. Enfin, on est la civilisation des croisades. L'Occident collectif, hein, qui est maintenant gouverné par les États-Unis. Mais tout ça, c'est ça qui est intéressant, enfin que je trouve intéressant, c'est de voir les racines médiévales de tout ça. Et puis finalement, on peut aussi dire que les Européens ont réussi à créer un empire aux États-Unis. Parce que finalement, les États-Unis, c'est un empire,
c'est-à-dire c'est un ensemble quand même, hein, c'est quand même une fédération, hein, c'est des États indépendants unis. C'est un empire qui a été formé par les Européens, des Allemands, des Anglais, des Français. Ils ont réussi à se créer un empire européen, parce que les États-Unis au départ c'était européen. Donc ça aussi c'est quand même assez curieux, quoi. Un peuple qui est incapable de former l'empire chez lui a aucun problème et forme avec une facilité extrême un empire américain. Mais cet empire américain aussi a hérité de toutes nos pathologies et en particulier cet esprit de croisade. Et ça, c'est un autre chapitre, mais c'est intéressant de voir les États-Unis c'est les fils spirituels de l'Europe. Hein. Donc ils ne sont pas comme l'Europe, ils sont différents, mais il y a des points communs, il y a un héritage quand même. Un héritage. Donc quand on pense l'Occident collectif avec toutes ces pathologies, cet esprit de... cet Occident collectif qui est devenu une sorte de serial killer, quoi. Ça vient quand même de l'Europe, hein. C'est quand même un peu tel père, tel fils, quoi. Il y a quelque chose, il y a des racines en Europe. Alors, je vais essayer maintenant de vous résumer le parcours de l'Europe, essayer de vous montrer justement cette espèce de pulsion organique qu'avait l'Europe à devenir l'Empire, et inversement, pourquoi ça n'a pas marché. Et donc de vous donner quelques exemples, comment le pape a empêché l'Empire de se former. Pour ne pas, quand même, pour équilibrer un peu le propos, d'abord je dois préciser que là je vais parler surtout de l'action des papes à partir du XIe siècle. C'est au XIe siècle que l'Église devient un pouvoir politique, vraiment. D'accord ? Avant, l'Église, enfin, la papauté n'est pas vraiment un pouvoir politique puissant avant le XIe siècle. Donc il y a un tournant, un basculement, une révolution. Hein. Il y a un spécialiste de cette période qui parle de la première révolution européenne, c'est-à-dire vraiment un changement de paradigme colossal au XIe siècle. Avant ça, qu'est-ce que l'Europe avant le XIe siècle ? Eh bien, c'est vrai que l'Europe avant le XIe siècle, c'est la chrétienté, et donc on ne peut pas non plus, et ça je me le dis à moi-même, parce que bon, avec un titre comme ça, je me dis... quand même aussi voir l'autre côté des choses. Il y a eu de la bénédiction, c'est-à-dire que le christianisme, c'est l'âme de l'Europe, quoi. Donc on peut le regretter à la limite. Hein. Par exemple, Alain de Benoît dit, en gros, la plus grande calamité qui est arrivée aux Européens, c'est le christianisme. On peut voir les choses comme ça. Après tout, on peut se dire, s'il n'y avait pas eu le christianisme, il y aurait bien eu autre chose. Hein. Donc il n'y aurait pas eu rien. Hein. Donc ça aurait peut-être été mieux, pourquoi pas. Mais bon, là on spécule. On a le droit, hein, mais bon, en tout cas, on peut quand même reconnaître qu'à l'enfance de l'Europe, c'est l'Église qui a porté la civilisation. Par exemple, c'est l'Église qui a porté l'écriture. Vous n'avez pas de civilisation sans écriture. Civilisation sans écriture, c'est pas encore tout à fait une civilisation. Bon, donc c'est l'Église qui a apporté la civilisation quand même en Europe. Qui a apporté une langue qui permettait aux gens de communiquer, les gens instruits. Et même si on pense civilisation en termes d'architecture, par exemple, l'Église a quand même eu un rôle majeur. L'architecture, c'est quand même inspiré par l'Église. Donc, je pose ça quand même comme préambule. Il faut peut-être quand même partir de cette conscience-là. L'Église, le christianisme a fondé donc la civilisation occidentale d'une manière même beaucoup plus forte qu'en Orient, parce qu'à Byzance, comme si vous avez suivi mes conférences sur Byzance, un point important, c'est qu'à Constantinople, dans la chrétienté orientale, il y avait déjà quand même une littérature, il y avait la littérature grecque. Donc la civilisation byzantine est l'héritière de la civilisation hellénistique. Donc le christianisme ne leur a pas tout apporté. Hein, c'est important de le souligner. Constantinople, c'est la civilisation grecque, quoi. C'est l'héritière de l'hellénisme. Mais en Occident, c'est vrai qu'on se dit, s'il n'y avait pas eu l'Église, qu'est-ce qu'il y aurait eu, quoi. Hein, donc, cela dit, il faut donc faire la différence entre l'Église et la papauté. La papauté, elle n'existe pas vraiment en tant que pouvoir puissant avant Charlemagne et encore, puisque avant on parle de la papauté byzantine, c'est-à-dire que les papes sont des évêques locaux nommés par l'empereur byzantin, donc pratiquement, en simplifiant un peu. Alors je passe assez vite sur Charlemagne, qui est effectivement une sorte de première tentative de créer l'Empire. Le problème avec Charlemagne, c'est que
il est difficile de faire le tri entre la légende et la réalité, quoi, parce que l'histoire de Charlemagne, moi j'ai beaucoup de doutes sur la manière dont elle a été écrite. On sait que c'est la dynastie suivante des Othons qui a fabriqué le culte de l'empereur. Donc il est difficile de savoir ce qui est réel et ce qui n'est pas. De toute manière, tout le monde est d'accord sur un point au sujet de Charlemagne, c'est que l'Empire pour Charlemagne, ce n'était pas très important. Et vous savez, il y a cette fameuse histoire dans sa biographie où on lui a même forcé, le pape lui a mis la couronne de l'empereur sur la tête pendant qu'il ne s'y attendait pas. Une histoire un peu ridicule, mais qui représente sans doute l'idée qu'au fond, tout le monde sentait à l'époque que Charlemagne, lui, il était roi. Il était roi des Francs et roi des Bulgares. Et le problème, justement, c'est que comme il ne se considérait pas vraiment comme un empereur, il a partagé l'empire entre ses fils, comme le faisaient les rois. Et donc ça, c'est totalement contradictoire avec l'idée d'empire, parce que l'idée d'empire, c'est un empereur qui transmet l'empire, pas forcément à ses fils d'ailleurs. Dans l'idée d'empire, il n'y a pas d'idée dynastique. Dans la réalité, il y a des dynasties d'empereurs, mais dans l'idée d'empire, il n'y a pas cette notion dynastique très forte. C'est l'empereur, il doit veiller au contraire à l'unité de l'empire. Il est garant de l'unité de l'empire, il ne va pas diviser. Donc la manière dont s'est comporté Charlemagne contredit l'idée qu'il était empereur. Vous voyez, il y a un petit paradoxe. Et puis il y a d'autres problèmes. Donc en fait, c'est vraiment les Othons, les empereurs Othons qui sont les fondateurs, on considère en général qu'ils sont les fondateurs de l'Empire romain en Europe. Parce que ce qu'ils fondent, c'est l'Empire romain. Il s'appelle l'Empire romain. Les Othons ne se sont jamais appelés autrement que des empereurs romains. Ils ne se sont jamais appelés des empereurs germains. Le mot germain était très peu utilisé et allemand encore moins. Donc cette histoire, je vais la résumer un petit peu. Il y a trois étapes dans l'histoire de la formation de l'Empire allemand, enfin de l'Empire romain, pardon, mais qui est quand même centré en Allemagne. Il y a 3 étapes. Il y a la dynastie des Othons, il y a la dynastie des Saliens. Alors les Othons, c'est des Saxons, ils viennent de Saxe. Les Saliens, après, à partir de 1024, c'est des Francs. Et après, à partir de 1125, donc chaque dynastie fait un siècle ou un peu plus. Après, il y a la dynastie des Hohenstaufen. Et après, on peut dire que les jeux sont faits et on a une Europe des États nationaux et l'Empire continue à se débattre, mais je ne vais pas rentrer dans la suite de l'histoire trop, parce que sinon ça va déborder. Mais c'est intéressant de voir que dans cette histoire, ce qu'on voit d'une part, c'est que l'Église, il y a une transformation de l'Église. Nous, on pense l'Église en Occident, on pense Rome, on pense la papauté. Mais en fait, pendant longtemps, il y a ce que les médiévistes appellent l'Église impériale, c'est-à-dire qu'il y a une Église qui est en fait sous le contrôle de l'empereur, sous le contrôle de l'empereur. Et dans les royaumes, éventuellement, sous le contrôle des rois. Mais là, on va parler de l'empire des Othons, de la dynastie ottonienne. Et on va passer progressivement d'une Église impériale qui est au service de l'Empire. Pas au service de l'empereur, mais au service de l'Empire. C'est-à-dire qu'une Église qui est garante du bien-être spirituel de l'Empire, mais qui est un peu l'âme de l'Empire, et donc qui est responsable aussi du corps de l'Empire. Et en fait, ça, c'est le modèle byzantin, que les catholiques critiquent comme étant du césaropapisme. C'est-à-dire l'Église, elle a une certaine indépendance, elle représente un pôle dans une dualité de pouvoir, mais elle n'a pas de pouvoir politique. D'accord ? Le pouvoir politique, c'est l'empereur, et l'Église peut éventuellement a un poids sur l'empereur, puisque si l'Église condamne l'empereur, le peuple aussi va condamner l'empereur, etc. Mais donc c'est en gros ce modèle byzantin qui existe dans l'Empire ottonien. D'accord ? Mais de manière encore plus forte parce que les empereurs et les rois ont besoin des hommes d'église pour leur administration. Donc, contrairement à Constantinople où il y a une élite, une bureaucratie laïque, des gens qui sont éduqués, qui ont suivi un cursus éducatif pour être des hauts fonctionnaires, qui sont des laïcs, qui ne sont pas du tout des hommes d'église. En Occident, il n'y a pas ça, donc l'église devient en quelque sorte le seul corps d'intellectuels capables de lire, d'écrire, de compter, de tenir une administration, etc. Donc les empereurs s'appuient
surtout l'empereur d'Allemagne qui est en fait théoriquement, enfin le roi d'Allemagne qui devient empereur d'Allemagne est théoriquement élu, donc il a un pouvoir relativement limité sur son royaume d'Allemagne et donc il s'appuie sur une administration qui va faire contrepoids au pouvoir des ducs, etc. Et donc souvent les évêques sont les frères, les neveux de l'empereur. L'empereur va nommer à tel poste les évêques qui ont une terre, les évêques ont une terre comme les abbés, donc ils ont une économie agraire, etc., ils payent un impôt, etc. Donc ça c'est une église, effectivement, comme on l'imagine difficilement aujourd'hui, mais ça c'est parce qu'il y a eu un basculement, un changement, et la papauté, qui n'avait pratiquement aucun pouvoir, enfin qui avait très peu de pouvoir, qui avait un pouvoir local, va petit à petit s'imposer comme le chef de l'Église. Et donc ça, il faut voir ça comme une lutte interne à l'Église, c'est-à-dire il y a une lutte interne à l'Église et une sorte de prise de pouvoir du pape, qui est une perspective qui peut être surprendre. Au départ aussi, on peut considérer que sous Charlemagne, par exemple, si on analyse un peu les relations entre les papes et les empereurs, on voit que la vocation de l'Église, c'était de transmettre l'Empire, c'est-à-dire d'aider l'Empire romain à se reconstituer. C'est un peu comme si l'Église avait recueilli les vestiges de cet empire romain, mais devait les transmettre à l'empereur, enfin aider l'empire à se reconstruire. Et c'est effectivement l'esprit qui prédomine jusqu'au XIe siècle, où là, il y a un reversement, et finalement, la papauté, au lieu de transmettre l'empire, va le garder et va vouloir être l'empire. Donc les papes, très clairement, de manière absolument indiscutable, et les auteurs qui analysent ça le disent très clairement, le pape voulait être l'empereur, voulait être le vrai empereur, et avoir besoin quand même de l'empereur nominal, mais simplement comme son lieutenant, c'est-à-dire le pape voulait être au-dessus de l'empereur. Il avait besoin de l'empereur quand même parce qu'il ne pouvait pas se dire empereur, il ne pouvait pas se déclarer empereur, mais il voulait très clairement dominer l'empereur et dominer évidemment tous les rois tous les autres souverains. Donc c'est ce qu'on appelle le pontificalisme ou l'empire papal, ou comme on veut, mais c'est la réalité. Donc pour vous donner très rapidement l'histoire de la dynastie ottonienne, parce que là on voit bien cette croissance organique, quoi. On a Othon le Grand, Othon Ier, qui est élu roi des Romains par 5 duchés. Donc l'Allemagne est constituée de principautés multiples, mais surtout 5 duchés. Donc ils sont tous allemands, ils parlent à peu près la même langue, mais enfin bon, c'est des royaumes qui à un moment décident quand même de s'unir parce qu'il y a des menaces qui viennent d'un peu partout, et en particulier de l'Est. Donc ils élisent Othon roi des Romains. Donc il se dit roi des Romains. On n'utilise pas le mot germain à l'époque. Il est roi des Romains. Il devient roi d'Italie par une alliance matrimoniale. Et donc c'est la première fois que l'Allemagne s'unit à l'Italie, difficilement parce qu'il y a les Alpes au milieu. Et puis quand on parle d'Italie, là on parle encore Italie du Nord. L'Italie du Sud c'est autre chose. Mais c'est le début de cet empire continental, d'accord ? Othon refoule et vainc les envahisseurs païens slaves et hongrois, magyars. Donc à l'époque, on n'est pas encore à l'an 1000, il y a encore des peuples européens non convertis. Donc les Hongrois ne sont pas des Européens, ils viennent des steppes là-bas. Les Slaves sont aussi aux marges, mais ils ne sont pas encore christianisés. Donc Othon réussit à faire une frontière, à refouler tous ces envahisseurs qui régulièrement, les Hongrois n'arrêtent pas de venir faire des razzias. C'est des guerriers des steppes. Et donc il leur impose une frontière et il les autorise à s'installer à sa frontière. Donc il devient le plus puissant, enfin le prince qui a sauvé la chrétienté, il est élu empereur. Donc toujours avec ce rêve, l'Europe veut être un empire. Donc il est élu empereur, il est sacré empereur par le pape. Il va consolider l'unité européenne en convertissant ces peuples païens à l'est. Donc les Tchèques forment un royaume, enfin un duché de Bohême, c'est la Bohême. Donc il y a la fondation de Prague, qui là c'est vraiment une création de cette dynastie ottonienne. Il va convertir le roi de Hongrie. Donc évidemment, on va dire c'est le pape qui a converti le roi de Hongrie, mais en réalité c'est vraiment les Ottoniens
qui ont converti le roi d'Hongrie. C'est le prestige de la dynastie ottonienne qui a attiré dans la sphère civilisationnelle chrétienne la Hongrie, la Pologne. Et Othon a même des liens avec l'Angleterre, puisqu'il épouse la fille du roi Alfred le Grand. Donc les Anglais, c'est des Saxons, hein, des Anglais saxons, les Othons sont des Saxons, donc ils sont des peuples frères. Et même, épisode intéressant que j'ai découvert, qui est quand même intéressant pour les Français, c'est que Othon Ier marie sa fille à Hugues le Grand, duc des Francs, dont le fils, Hugues Capet, fondateur donc de la dynastie des Capétiens, est éduqué par un membre de la famille de Othon, Bruno de Cologne, qui est archevêque aussi, et il est couronné par l'archevêque Adalbéron de Reims, qui est aussi de la famille des Ottoniens. C'est-à-dire que la royauté capétienne, en fait, a été créée par les Othons, parce que les Othons ont une conception aussi là un peu byzantine de leur empire, c'est-à-dire l'empereur veille à l'unité de l'Europe, mais va sacrer des rois, va donner la couronne à un roi, il devient un peu le parrain spirituel de ce roi, etc. Donc c'est un peu cette relation qu'il y a eu au départ entre les empereurs Othon, qui étaient les souverains, alors déjà Othon le Grand, mais Othon II, Othon III encore plus, ils étaient reconnus universellement dans l'Europe comme les empires, comme les empereurs, d'accord ? Même si les rois ont cherché toujours, comme dans tous les empires, cherchent quand même à maintenir le plus d'indépendance possible, l'autorité des Othons était admise tout à fait complètement. Alors après, à la dynastie suivante, on a aussi la Bourgogne qui est complètement intégrée à l'Empire. La Bourgogne, c'est Lyon, Valence, c'était chez les Othons, c'était pas chez les Francs, c'était pas chez les Capétiens. La dynastie des Othons aussi a un lien particulier avec Byzance et il est difficile de savoir exactement ce qui se passait dans leur tête, mais on voit bien que l'idéal était de recréer cette bipolarité, cette polarité entre les deux empires, cette unité en fait de l'Empire d'Orient et de l'Empire d'Occident. Donc il se déclare empereur, Othon Ier, et il s'appelle Kaiser, qui est en fait une germanisation, on va dire, du grec. Caesar, et non pas en passant par le latin, quoi. Donc, parce que les Othons, en fait, sont très orientés vers le Byzance. Othon Ier va marier son fils, Othon II, à une princesse byzantine, Théophano, qui amène en Allemagne toute sa cour et qui va avoir une grande influence culturelle et politique sur son fils Othon III notamment. Donc Othon III, le troisième de la génération, est éduqué par la cour byzantine de sa mère, etc. Donc il y a des liens très forts entre cet empire germain et l'empire de Constantinople. Il y a de la rivalité aussi, parce que chacun aimerait par exemple contrôler la Sicile. L'Italie du Sud, ils se la disputent. Finalement, c'est le pape qui va mettre les Normands là-dedans, pour compliquer les choses. Donc il y a de la rivalité, mais il y a quand même aussi ce sentiment qu'on est un empire romain. On est deux empires romains, mais on est quand même un empire romain. Il y a une grande admiration des Othons pour Constantinople, qui est, comme je l'ai souvent dit, une ville qui aurait pu contenir à l'époque les 10 plus grandes villes d'Europe. Hein. Donc Constantinople avait une aura extraordinaire. Alors les deux problèmes qu'on va avoir les Othons, c'est d'une part, paradoxalement, et leur royaume, parce qu'ils sont à la fois rois d'Allemagne et empereurs d'Europe, hein, empereurs des Romains. Hein. Mais en Allemagne, ils ne vont jamais réussir à unifier vraiment solidement l'Allemagne parce que leur royauté est élective. Et ça, c'est aussi un point sur lequel insiste Bainville. Il dit qu'il faut absolument que les Allemands gardent la royauté élective, parce que la royauté élective, ça veut dire qu'avant d'être nommé roi, il va falloir négocier des tas de trucs et chaque royaume va obtenir le plus d'indépendance possible. Donc ça empêche, ça limite, ça freine l'unité politique de l'Allemagne. Donc l'unité politique de l'Allemagne va toujours rester problématique pour les Othons, parce que le pape va avoir la capacité à exciter les barons et les ducs allemands contre, etc. Bon. L'autre problème, c'est l'unité de l'Italie, parce que, comme je l'ai dit, il y a les Alpes, et donc unifier, c'est un peu la base de l'Empire, c'est l'unité de l'Allemagne et de l'Italie, parce que l'Italie, c'est Rome, et l'Empire romain sans Rome, c'est compliqué. Et donc les empereurs, c'est bizarre, ils se disent empereurs romains, mais ils n'ont jamais siégé à Rome. Pourquoi ?
Tout ça, il y a les Alpes, certes, mais ce n'est pas que les Alpes, c'est le pape. Le pape, en fait, possède. Alors, on ne sait pas exactement à partir de quel moment, est-ce que c'est, si vous voulez, au Othon, ou un peu avant, ou un peu après, mais les papes se sont appropriés, par une série de mensonges dont je n'ai pas le temps de parler, mais dont la donation de Constantin, se sont appropriés une bande de terre qui traverse l'Italie en deux, qui partage la botte italienne en deux, qui est constituée de deux duchés, le duché de Rome et le duché de Spolète. Le pape, ce sont les fiefs, ce sont les royaumes du pape. Donc le pape est un prince. Le pape est devenu, à partir de ce moment-là, comme j'ai dit, on ne sait pas exactement la date, est un prince à tous les sens du terme. Il lève l'impôt, il a son administration, il a son armée, il règne sur ses duchés. Et il n'est pas question pour lui que l'empereur vienne à Rome, donc il empêche l'empereur de venir à Rome, parce que le pape est aussi, en quelque sorte, veut maîtriser la ville de Rome. La ville de Rome reste quand même une clé dans les jeux de pouvoir en Europe. Celui qui contrôle la ville de Rome a quand même des bons atouts, hein. On est comme sur un jeu de plateau là. Et donc la ville de Rome est disputée entre trois groupes. La papauté. Alors la papauté à cette époque-là, avant justement la prise en main dont je vais parler, c'est encore une sorte de... C'est un prince qui pratique un très fort népotisme, c'est-à-dire qui embauche les membres de sa famille, qui transmet, pas à son fils, parce que pour un pape ça ne ferait pas bien, mais qui transmet souvent à son neveu. Donc il y a des familles italiennes très riches, très puissantes, qui monopolisent la papauté. Pendant presque 100 ans, il y a les comtes de Tusculum. Donc c'est une famille, et après il y a d'autres familles bien connues de papes. Il y a des familles de papes, donc c'est les familles de puissantes d'Italie qui contrôlent la ville. Alors il y a l'empereur qui aimerait bien aussi contrôler l'empire, mais qui n'y arrive jamais, qui n'est jamais arrivé. Et puis il y a les habitants de Rome qui se constituent en communes. Rome est une des premières communes italiennes, et eux aussi, de temps en temps, mettent dehors le pape, appellent l'empereur, ou au contraire. Bon, donc vous voyez, Rome est l'enjeu de beaucoup de compétitivité, mais le fait est que l'empereur des Romains n'a jamais réussi à faire de Rome sa capitale. Et donc il a une capitale là-haut, Aix-les-Bains, qui est à peine une ville. Et donc voilà, ça c'est une faiblesse de l'Empire qui est déjà due au pape. Le pape, si vous voulez, son obsession, c'est empêcher que l'Italie du Nord et l'Italie du Sud soient contrôlées par la même puissance. C'est l'obsession absolue du pape. Il le fera signer à tous les rois, à tous les empereurs. Je te couronne à condition que jamais tu mettes ton fils, par exemple, en Italie du Sud. Enfin, sinon, la papauté se trouve prise comme dans un casse-noix, quoi. Donc, c'est l'obsession de la papauté. Donc ça, déjà c'est ça qui explique qu'il n'y a jamais eu d'unité de l'Italie jusqu'au XIXe siècle. L'Italie n'a jamais été unifiée parce que l'Italie ne pouvait pas être unifiée tant qu'il y avait les États pontificaux. Et les États pontificaux coupent l'Italie en deux. C'est aussi simple que ça, quoi. Alors, dans la dynastie, je vais aller assez vite, je vais raccourcir un peu ce que je voulais dire, mais vous le trouverez dans mon livre. Après, il y a deux dynasties qui sont très importantes pour comprendre. La dynastie suivante, la dynastie des Saliens, là on voit la lutte à mort. C'est là qu'on a la réforme grégorienne, donc on a une série de papes. Il y a, moi, ce que j'appelle un coup d'État monastique. C'est-à-dire qu'il y a le réseau des moines clunisiens, il y a les abbayes de Cluny qui deviennent assez puissantes, et les papes deviennent tous issus de ce milieu. Et ils imposent le célibat, ils imposent le mode de vie monastique à l'Église, parce que bon, à l'époque, les archevêques et les évêques, ils n'étaient pas forcément mariés, parce qu'il n'y avait pas de mariage. Les prêtres ne se mêlaient pas de ces questions-là, ils ne se mêlaient pas des funérailles, ils ne se mêlaient pas. Donc c'est à partir du XIe, XIIe siècle que l'Église prend un pouvoir colossal, un soft power, parce qu'avec une idéologie, une capacité d'écrire et de diffuser des messages, et un soft power aussi qui s'exprime par l'excommunication, par exemple, un pouvoir magique de dire, toi, tu n'as plus le droit d'aller à la messe, donc tu vas en enfer, et du coup, tous ceux qui t'ont prêté serment sont libérés de leur serment, donc un pouvoir absolument gigantesque obtiennent les papes et qu'ils vont utiliser. Contre les empereurs saliens, donc l'image un peu classique
qui représente l'événement central de cette lutte entre les papes et les empereurs, c'est Canossa, en 1075, je crois, dans lequel vous avez l'empereur Henri IV, qui est contraint de s'humilier devant le pape, lequel le fait attendre dans la neige dehors pendant 3 jours. Bon. Le récit qui en a été fait a été fait par le pape. Donc le récit qui est devenu le récit d'Épinal, on va dire, c'est cet empereur qui vient se soumettre, s'humilier, demander pardon, et le pape du haut de son trône le relève et lui redonne l'empire, etc. C'est un récit qui est fait pour manifester la puissance des papes. Ça ne s'est probablement pas passé comme ça, mais c'est l'image qui en reste. Et qui est quand même symbolique du fait que le pape a vraiment pris le pouvoir sur l'empereur. Il a mis l'empereur à ses pieds et il en fait ce qu'il veut. Bon, alors ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en réalité, c'est plutôt Henri IV qui a gagné, parce que Grégoire VII est mort isolé, exilé hors de Rome, mis dehors par la population de Rome, etc. Mais après Henri IV, il y a Henri V, son fils, et finalement, on peut dire que la papauté remporte cette lutte et devient, au XIIIe siècle, un pouvoir politique absolument gigantesque. Le plus grand pouvoir politique de l'Europe du XIIe siècle, c'est le pape, sans aucun conteste. Et même des historiens diront que l'Église romaine a été le premier État. Je veux dire, aucun État n'est comparable, par exemple, en termes de bureaucratie que l'Église. Aucun État ne possédait cette capacité d'écrire, de diffuser, ce réseau de communication. Et puis finalement, les papes, donc ce que j'ai découvert, j'avoue que je ne savais pas, mais c'est incroyable, les papes en fait ont vassalisé pratiquement, pas tout, mais enfin une bonne partie des royaumes européens. Mais vassalisé au sens plein du terme, au sens légal du terme, c'est-à-dire tu me prêtes serment et tu me dois, les devoirs d'un vassal envers son suzerain. Et en particulier, tu me dois tribut, donc être vassal, ça veut dire payer un tribut annuel en or ou en argent. Donc l'Église devient un pouvoir aussi économique gigantesque, avec des avantages sur toutes les autres entités économiques. Par exemple, les biens de l'Église sont déclarés inaliénables, c'est-à-dire ne peuvent jamais passer légalement, ne peuvent jamais. Donc l'Église emmagasine des biens fonciers, mais aucun ne sort jamais de l'Église. Les biens fonciers ne peuvent pas sortir de l'Église. Donc évidemment, avec un tel avantage, on imagine que l'Église devient le plus grand propriétaire foncier et possède un tiers, à peu près, je pense, un tiers de la France au XIe, XIIe siècle. D'accord ? Donc ce qui explique en partie la Révolution française un peu plus tard, et la Révolution anglaise aussi. C'était aussi une manière d'exproprier l'Église. Ok, et après on a la dynastie des Hohenstaufen, et là malheureusement je n'ai pas le temps de vous la raconter parce que c'est une épopée incroyable. L'histoire du combat entre Frédéric II en particulier, parce que pour aller vite on va aller directement à Frédéric II Hohenstaufen, qui est un empereur donc, qui mène une lutte acharnée contre les papes. Il se bat contre 4 papes, il est excommunié 3 fois par les papes. C'est un homme déjà, on peut dire, presque de la Renaissance, c'est-à-dire c'est un homme extrêmement cultivé, qui parle 6 langues, qui s'intéresse à la médecine, qui crée les premières universités qui ne sont pas en latin. Il est sicilien, il est une bonne illustration d'ailleurs de cette idée que l'empereur n'est pas attaché à une nation dans l'imaginaire de l'Empire de l'Europe. Ce n'est pas un peuple qui domine les autres peuples. C'est un empereur qui peut être d'une nationalité ou d'une autre, mais évidemment avec une attache particulière avec l'Allemagne. Mais il se retrouve que Frédéric II est plus sicilien, il est moitié sicilien, normand, enfin parce que la Sicile est normande, et moitié allemand, et il a été éduqué en Sicile, donc il connaît bien la civilisation islamique, parce que la Sicile est restée une zone où il y a encore beaucoup de musulmans, de juifs, de chrétiens, donc c'est vraiment un gars qui a un esprit déjà, il n'est plus dans le Moyen-Âge, il est déjà dans la Renaissance. Il va faire la première croisade pacifique, c'est-à-dire qu'il a juré d'aller en croisade, il y va avec des navires chargés de livres,
et assez peu de guerriers. Et en fait, il fait la première croisade, une croisade sans verser de goutte de sang. Il récupère Jérusalem uniquement par la négociation, avec son ami, parce qu'il s'est lié d'amitié avec l'émir et les nobles arabes. Donc vous voyez le contraste avec les croisades des papes. D'accord, la croisade. Alors Frédéric II, c'est vraiment un truc qu'on ne connaît pas bien en France, mais l'histoire de Frédéric II, il y a deux très bons bouquins là-dessus. Il y a celui de Kantorowicz, qui est un Allemand, qui écrivait d'ailleurs dans les années 20 ou 30, peut-être même dans les années 30. Donc un bouquin, évidemment, qu'on imagine qui a eu un effet un peu important en Allemagne, parce que c'est quand même un héros. C'est sous Frédéric II, on va dire que l'Empire était presque réalisé. Et c'est pour ça que cette histoire est absolument bouleversante, parce qu'il est mort à 58 ans. À l'époque, les gens faisaient déjà 58 ans, ils avaient déjà fait tellement de choses. Ouais, 58 ans, je crois bien. Et les papes se sont acharnés contre sa descendance, à travers en particulier Charles d'Anjou, le frère de Louis IX, le frère de Saint-Louis, qui était une sorte de mercenaire qui s'est mis au service de la papauté, et le pape lui a dit, je te donne la Sicile. Donc il a récupéré le royaume de Sicile, qui appartenait donc aux Hohenstaufen, et il a exterminé les enfants et les petits-enfants, et le petit-fils de quelques années, un enfant de 3-4 ans, je ne sais plus, qu'il a fait décapiter. Il a fait décapiter l'enfant de Frédéric II. Ça illustre, et ça a choqué l'opinion publique, enfin je veux dire, c'était un truc, ça ne se fait pas, quoi. C'était totalement... ça dépassait totalement ce qui était concevable, quoi. C'était une volonté, le résultat d'une volonté d'extermination de la papauté, d'une haine vraiment incroyable des papes contre la dynastie des Hohenstaufen, qui ont failli réaliser l'Empire et qui ont failli réaliser une civilisation amie de la civilisation musulmane et aussi de la civilisation byzantine, parce qu'il était aussi assez tourné vers Constantinople. Donc je ne peux pas rentrer plus dans les détails, vous les trouverez dans mon livre, mais j'espère vous avoir donné une idée de cette guerre à mort entre les papes et les empereurs, guerre gagnée par les papes, et qui explique totalement pourquoi l'Empire n'a pas existé, puisqu'on voit bien que l'Empire voulait exister, l'Europe voulait de l'Empire, et que cet Empire ne pouvait venir que de l'Allemagne, enfin l'Allemagne et l'Italie, c'était l'Empire continental, ça ne pouvait pas venir d'ailleurs, et c'était très bien parti. Et alors ce qui était intéressant, c'est de voir qu'après les Hohenstaufen, bon, on a une Europe des nations qui se forme, mais bon, l'Empire, l'idée d'Empire ne meurt pas tout de suite. Vous avez un très beau texte de Dante, Alighieri Dante, le poète italien, qui a écrit De la monarchie, en fait, qui est une apologie de l'Empire, en 1310. C'est un très beau texte sur la métaphysique de l'Empire, quoi. Pourquoi nous avons besoin de l'Empire. Donc Dante était hostile à la papauté. Donc, pendant longtemps, il y a eu cette lutte entre les Guelfes et les Gibelins. Tout ça, c'est des manifestations de cette guerre civilisationnelle entre deux idées de l'Europe, l'idée des papes, qui est une idée totalement qui trahit l'idéal chrétien. En tout cas, c'est ce que disent les orthodoxes. Les orthodoxes, quand ils parlent du catholicisme, c'est ça qu'ils voient en premier. C'est le pape a trahi sa mission d'être, d'incarner un royaume spirituel. Le pape a voulu le pouvoir politique, ce qui est la grande trahison pour les orthodoxes. Donc l'Empire continue, je vais aller vite l'Empire continue quand même d'avoir des sursauts, il y a Charles Quint, etc. Donc l'idéal de l'Empire continue de vivre, mais évidemment, entre-temps, il y a eu la Réforme, donc il y a eu cette division de l'Europe, donc l'unité spirituelle est brisée, donc évidemment, ça ne peut plus marcher. Et puis la France s'est consolidée comme première. Alors la France et l'Allemagne et l'Angleterre se sont consolidés comme des royaumes, ce sont des micro-empires en quelque sorte. Déjà, la France a une dimension impériale avec Louis XIV. Louis XIV, après avoir cassé l'Allemagne pour l'empêcher de devenir un empire, évidemment, la France se met à rêver d'être un empire. Et puis ça reviendra sous Napoléon. Et ce que l'histoire de Napoléon montre bien, à mon avis, si on résume, parce que c'est quand même une histoire étrange, l'histoire de Napoléon quand même. À mon avis, ce que ça montre, c'est que d'une part, le rêve de l'Empire existe encore,
C'est-à-dire que l'Empire, pouf, on parle aux Européens d'Empire, ça, tout de suite, il y a quelque chose qui le déclenche, quoi. C'est comme si c'était une idée platonicienne, hein, qui cherchait constamment à s'incarner. Comme si c'était, si vous voulez, une âme en peine ou un fantôme errant qui cherche à s'incarner, qui s'incarne à un moment chez Napoléon. Mais Napoléon, d'abord, pourquoi Napoléon? Eh bien, à mon avis, je pense en partie parce que d'abord, il n'est pas français. Parce que l'Empire, ça n'a jamais été vraiment la vocation de la France. Et pourquoi tout d'un coup, sous Napoléon, ça devient la vocation de la France? Je pense que c'est parce que ça s'est incarné dans une personnalité qui n'était pas française. Napoléon n'était pas français, il n'avait pas l'esprit français. Donc il a incarné l'Empire par opportunisme, mais je pense aussi parce que... Enfin, ça, c'est une hypothèse secondaire que je lance comme ça. Je vais conclure maintenant en évoquant quand même très rapidement, évidemment, j'ai essayé de vous montrer que le fractionnement de l'Europe a engendré une civilisation de la guerre civile. Et vous avez ce philosophe, cet historien allemand, Ernst Nolte, qui parle des deux guerres mondiales comme la guerre civile européenne. Donc si l'on pense à l'Europe comme à une civilisation, toutes ces guerres interminables dont je vous ai parlé, jusqu'aux deux guerres mondiales, sont des guerres civiles. C'est une même civilisation qui s'entre-déchire et qui s'auto-détruit. Et qui s'est auto-détruite à la Deuxième Guerre mondiale, puisque la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes livrés entre les mains d'un autre empire. Et puis nous nous retrouvons finalement aujourd'hui totalement vassalisés par les États-Unis, qui sont une autre civilisation. Et avant la chute du mur de Berlin, on se trouvait coincé entre deux autres civilisations, incapables d'avoir la moindre existence propre, puisqu'on ne peut pas avoir d'existence propre en tant que civilisation si on n'a pas d'unité politique, parce que comme je l'ai dit, ça rejoint la conception médiévale, c'est-à-dire pour qu'une civilisation soit un organisme vivant et intelligent, qui ait une volonté propre, il faut que ça soit incarné. D'accord ? Donc cette Union européenne qui existe actuellement, elle n'est pas un corps politique véritable, c'est même presque un corps étranger. C'est un corps qui est basé d'abord sur des idées qui sont des absences d'idées, hein, sur un universalisme qui est une absence d'identité, et qui en plus est vécu par les Européens comme un corps étranger, comme quelque chose qui n'a aucune racine, aucune légitimité. Cette Europe actuelle n'a pas de racines parce que les racines de l'empire, de la civilisation européenne, comme j'ai essayé de vous le montrer, c'était l'empire. Et cet empire, c'était quand même l'empire allemand. Quelque part, il était allemand. Et ce n'est pas pour rien que l'Allemagne n'arrête pas d'être porteuse de cette pulsion, malgré avoir été détruite de nombreuses fois à la guerre de 30 ans, comme je vous l'ai dit, et par deux guerres mondiales. Et si j'arrive à retrouver, j'ai un passage intéressant dans lequel un homme politique anglais, à la veille de la Première Guerre mondiale, écrit, moi je ne vais pas le retrouver, mais écrit pratiquement noir sur blanc, dans le Times, il faut détruire l'Allemagne. Donc vous avez cette obsession britannique de détruire l'Allemagne, d'empêcher l'Allemagne de devenir, d'empêcher l'unité du continent. C'est ce qu'on appelle le grand jeu, qui est le projet géopolitique, on revient à la géopolitique britannique. Le projet géopolitique britannique pour l'Europe, c'est nous, on est bien dans notre île, là on contrôle le monde avec notre marine marchande, ça c'était avant les guerres mondiales. On ne veut pas occuper l'Europe continentale, par contre, notre obsession c'est empêcher que l'Europe continentale soit unifiée. Parce que là on perdra notre suprématie maritime. Et donc la Première Guerre mondiale a été causée par ça, parce que l'Allemagne devenait, au début du XIXe siècle, fin du XIXe siècle, pardon, une puissance très importante économiquement, mais surtout aussi culturellement, philosophiquement. C'est ce que j'ai appelé dans une dernière conférence le moment nietzschéen, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se passait en Allemagne. Et musicalement aussi, vous pensez musique classique, je veux dire, s'il n'y avait pas l'Allemagne. Donc l'Allemagne avait à nouveau cette espèce
dans notre perspective platonicienne, elle était branchée sur cette vocation impériale au sens noble du terme, y compris vocation d'être le cœur d'une civilisation. Elle a été détruite à la Première Guerre mondiale. Elle s'est relevée, mais un petit peu malade quand même. Dans l'Allemagne des années 30, c'est une Allemagne revancharde qui retrouve cette volonté de puissance. Mais évidemment un petit peu malade d'une certaine manière quand même, et donc qui est à nouveau détruite. Et c'est intéressant, je pense, aujourd'hui de penser, et c'est quelque chose qui m'est venu à l'époque où il y a eu le sabotage des gazoducs, là, où symboliquement on voyait dans cette image des gazoducs entre l'Allemagne et la Russie, on voyait qu'en fait le seul avenir possible pour l'Europe, c'est de nous rapprocher de la Russie. De toute manière, nous ne jouons plus, les États-nations, c'est fini, n'ont plus de capacité à avoir une souveraineté militaire, déjà. Militairement, c'est absolument... donc quand vous n'avez pas la souveraineté militaire, vous n'avez pas la souveraineté tout court. Et donc les États-nations, c'est fini. Donc l'Europe doit réussir, il faut réussir à avoir l'Europe. Mais dans l'état actuel des choses, il n'y a qu'une alternative, c'est soit continuer à être les vassaux des Américains ou nous rapprocher de la Russie. Mais le deuxième aspect aussi, c'est que l'Europe doit aussi accepter le leadership de l'Allemagne. Et on sent bien que s'il y a un rapprochement entre la Russie et l'Europe, ça ne peut passer que par l'Allemagne. Ça se fera par l'Allemagne. Enfin, en tout cas, ça sera plus compliqué si l'Allemagne continue à se soumettre aux rackets américains et quand on leur bombarde, quand on leur sabote un pipeline, faire comme si ils pensaient que c'était les Russes, quoi. Il y a quelque chose qui, si ça ne se passe pas, s'il n'y a pas un rétablissement de relations entre l'Allemagne et la Russie, ça va être très compliqué. Par contre, si l'Allemagne réussit à rétablir le lien, tout peut aller dans le bon sens. Mais le défi de l'Europe reste quand même ça. Nous n'aimons pas cette Europe politique qu'on nous impose. Ce n'est pas forcément une raison pour conclure un peu vite que nous ne voulons pas d'Europe tout court. Je pense que l'Europe n'a pas accompli son destin d'unification. Et alors, je ne sais pas quel sera son destin, mais si l'Europe veut exister, il faut bien qu'il y ait quand même quelque chose qui soit au-delà du simple souvenir nostalgique de ce qu'a été l'Europe du Moyen-Âge, parce que est-ce que l'Europe peut devenir une civilisation en étant intégrée politiquement? C'est une question. Hein. Je termine sur une question. Voilà. Je vous remercie de votre écoute.